Ma femme ne travaille pas et reste à la maison toute la journée, alors je lui ai demandé de garder un œil sur mon frère pour s'assurer qu'il n'ait pas d'ennui, mais je viens de découvrir l'inimaginable, elle m'a toujours dit que tout allait bien, donc je n'ai jamais rien soupçonné. Pourtant, environ 2 mois après mon départ en voyage, j'ai été libéré pour rentrer chez moi, 15 jours plus tôt que prévu, j'ai décidé de ne rien lui dire pour lui faire une surprise, parce qu'elle me manquait. Que j'allais avoir le reste de la semaine libre pour passer du temps avec elle. J'ai donc acheté des fleurs, des chocolats et son parfum préféré, puis je suis rentré à la maison, et évidemment, quand j'ai ouvert la porte de notre chambre, la première chose que j'ai vue, c'était mon frère et elle, en train de dormir ensemble dans mon lit. J'ai eu zéro réaction, j'ai juste réussi à sortir de la pièce et à pleurer. Ça a duré quelques minutes ou quelques heures, en vrai je n'en sais rien, mais j'ai décidé que je n'allais pas laisser passer ça. J'ai pris une photo d'eux ensemble, fait des captures d'écran sur son téléphone, puis je suis parti. Mais ce n'était que le début de mon calvaire. En appelant son boulot, j'ai découvert que ma femme me mentait depuis le début. Mon frère n'allait plus travailler depuis environ 2 mois, il disait tout le temps qu'il était malade, et il ne l'avait pas encore viré uniquement parce que j'étais un employé important dans la boîte. Il lui laissait une chance, j'ai dit qu'il pouvait le virer et que je signerais son licenciement s'il le fallait. Après ça j'ai fait bien pire en envoyant un avis d'expulsion pour la maison dans laquelle je l'avais laissé vivre. J'ai aussi déjà parlé à mes avocats, et on va lancer la procédure de divorce. Ni l'un ni l'autre n'est au courant pour l'instant, ça fait environ 5 jours qu'ils pensent encore que je suis en voyage, et je sais que leur vie est déjà complètement détruite parce que mon frère va se retrouver à la rue. Et quand la famille découvrira ce qu'il a fait, personne ne l'acceptera chez lui. Honnêtement, je m'en fiche complètement. Quant à ma femme, elle n'a pas un sou en poche puisqu'elle n'a jamais travaillé et n'a pas de famille non plus. Je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Surtout qu'on a un contrat de mariage qui fait qu'elle ne touchera pas un centime. Et, encore une fois, je m'en fiche aussi, je leur ai annoncé la nouvelle aujourd'hui, et leur réaction m'a totalement bouleversé. J'avais tout minutieusement préparé, après 5 jours passés à élaborer mon plan, j'avais réservé une chambre d'hôtel en périphérie de la ville, de là, je pouvais observer discrètement leur vie basculer, j'avais commencé doucement, la lettre de licenciement avait été envoyée à mon frère Julien par coursier, puis, 2 heures plus tard, l'avis d'expulsion était déposé à la maison. J'imaginais la panique s'installer, mais je tenais à être présent pour voir leur réaction en face. À 18 heures précises, je suis arrivé devant ma maison, la voiture de Julien était bien là, comme prévu, je suis resté quelques secondes à reprendre mon souffle avant d'ouvrir la porte avec ma clé, celle qu'il n'avait même pas pensé à changer. Ma femme Émilie et Julien étaient dans le salon, ils semblaient perdus. Julien tenait encore la lettre de licenciement entre ses mains, qui tremblaient. Émilie, elle, fixait l'avis d'expulsion posé sur la table basse. Lorsque j'ai refermé la porte derrière moi, ils ont tous les deux sursauté, comme s'ils venaient de réaliser l'ampleur de la situation. Émilie a murmuré mon prénom, mais sa voix était presque inaudible, son visage était devenu livide. Julien s'est levé brusquement, les mains levées en signe de défense. Il essayait de dire quelque chose, probablement de se justifier, mais aucun mot clair ne sortait de sa bouche. Sans un mot, j'ai sorti mon téléphone, j'ai lentement fait défiler devant eux les photos que j'avais prises d'eux endormis dans mon lit. Ensuite, j'ai montré les captures d'écran de leurs échanges de messages. L'atmosphère dans la pièce est devenue lourde, presque irrespirable. Émilie s'est mise à pleurer, elle répétait que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Elle a voulu s'approcher de moi, mais je lui ai intimé de rester à distance. Cette soi-disant erreur avait duré 2 mois, ce qui était bien plus qu'un simple dérapage. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas leurs excuses ni même leur culpabilité apparente. Non, ce qui m'a profondément troublé, c'était ce que je lisais dans leur regard, un soulagement inattendu. Julien semblait avoir compris que tout était terminé, il m'a demandé si j'avais tout anticipé, si cela ne servait à rien d'essayer de discuter. J'ai confirmé que tout était déjà en marche, le licenciement, l'expulsion, le divorce. Émilie s'est laissée tomber sur le canapé, elle a murmuré qu'elle avait toujours su que cela se terminerait ainsi, son ton était presque résigné, comme si cette issue était inévitable depuis longtemps. Il était difficile d'accepter qu'ils aient continué malgré tout. Mais Julien, d'un ton posé, a expliqué qu'il valait mieux que je sache la vérité. Émilie a tenté de l'interrompre, mais il n'a pas cédé, il a admis que ce n'était pas seulement une aventure, ils étaient amoureux depuis des années, bien avant même que je n'entre dans leur vie. J'étais stupéfait. Des années. Émilie a fini par avouer qu'elle m'avait rencontré grâce à Julien, ils étaient déjà ensemble à l'université, lorsque je suis apparu dans leur vie, avec ma stabilité et ma confiance, elle avait vu en moi une solution à leurs problèmes. Pourtant, elle n'avait jamais cessé d'aimer Julien, chaque mot réécrivait notre histoire sous un jour totalement différent. Notre mariage, notre quotidien, tout n'était qu'un mensonge bien ficelé. J'ai demandé pourquoi ils n'étaient pas simplement partis ensemble dès le début, un silence pesant a envahi la pièce. Finalement, Émilie a répondu, Julien avait de lourdes dettes, principalement à cause de problèmes de jeu, il avait besoin d'aide, et c'est moi qui avais joué ce rôle, je lui avais offert un travail, un logement, une stabilité qu'il n'aurait jamais pu obtenir seul, et en échange, il m'avait trahi. Julien a précisé qu'il n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal. Mais lorsque je suis parti pour ce long voyage d'affaires, l'opportunité avait été trop tentante, je n'avais plus rien à entendre, j'ai simplement demandé qu'ils quittent ma maison sur le champ. À ma grande surprise, ils n'ont pas résisté, ils se sont levés ensemble, comme s'ils avaient déjà accepté leur défaite, avant qu'ils ne partent. J'ai demandé où ils comptaient aller, Émilie a haussé les épaules, elle semblait convaincue qu'ils finiraient par trouver une solution, comme ils l'avaient toujours fait, alors qu'ils prenaient quelques affaires. Julien s'est arrêté une dernière fois devant moi, il a reconnu qu'il savait que je ne pourrais jamais leur pardonner, mais il tenait à préciser qu'il referait le même choix, non pas pour me nuire, mais parce qu'il avait toujours aimé Émilie, même lorsqu'il aurait dû l'oublier. Ils ont quitté la maison, me laissant seul au milieu de ce qui était devenu un mausolée de souvenirs amers. Les jours suivants se sont enchaînés sans que je ne retrouve vraiment mes repères, le divorce a été prononcé. Rapidement, Émilie n'a rien obtenu grâce à notre contrat de mariage. Quant à Julien, il avait disparu. Personne dans notre entourage ne savait où il était parti, et cela ne m'inquiétait pas le moins du monde. Je pensais que cette vengeance méthodique me procurerait une forme de satisfaction, mais en réalité, je ne ressentais qu'un vide immense. Puis, un soir, ma mère m'a appelé, elle m'a annoncé que Julien était à l'hôpital après avoir tenté de se suicider. Mon premier réflexe a été de ne pas réagir, mais un sentiment étrange m'a poussé à aller le voir. À l'hôpital, j'ai croisé Émilie, elle
semblait méconnaissable, brisée. Elle m'a expliqué qu'il vivait dans un petit studio, qu'elle travaillait comme serveuse, et que Julien avait un emploi précaire avant de sombrer dans la dépression. Le médecin nous a informé que Julien était dans un état critique et qu'il aurait besoin de soins coûteux. Émilie a avoué qu'il n'avait pas les moyens de le soigner. J'ai senti ma colère s'éteindre, remplacée par une profonde lassitude. J'ai décidé de payer les soins de Julien, non par pardon, mais pour alléger mon propre fardeau. Les mois suivants, je suis resté distant, j'ai aidé. Sans m'impliquer, une fois rétabli, Émilie et Julien ont quitté la ville. Un jour, j'ai reçu une lettre. Ils avaient refait leur vie ailleurs, ils avaient eu un enfant, qu'ils avaient nommé Marc, en mémoire de celui qui, malgré tout, leur avait permis de repartir à zéro. Je ne sais pas si j'ai vraiment pardonné, mais en regardant cette photo, j'ai ressenti un sentiment de paix. 3 ans s'étaient écoulés depuis le jour où j'avais découvert la vérité. Je vivais maintenant à Lyon, avec un nouveau travail, et j'essayais de me construire une nouvelle vie. Malgré tout, je pensais encore souvent à ce qui s'était passé. Ce matin-là, j'avais reçu un email de ma mère. Elle m'avait écrit que Julien était de retour en ville. Il voulait me parler, disant qu'il avait quelque chose d'important à me dire. J'avais regardé longtemps la photo de Marc, leur petit garçon, sur mon bureau. Je la gardais non pas parce que j'avais pardonné, mais pour me rappeler ce que j'avais perdu. J'avais accepté de voir Julien dans un café. Quand il était arrivé, je l'avais tout de suite trouvé changé. Il avait l'air fatigué et triste, et ses yeux ne brillaient plus comme avant. Il m'avait remercié d'être venu. Nous étions restés silencieux un moment. C'était étrange d'être là, assis face à face, comme deux inconnus. Puis, il m'avait dit qu'il devait me raconter toute la vérité, que je méritais de savoir. Julien m'avait expliqué ce que j'ignorais encore. Émilie et lui s'étaient connus à l'université, bien avant que je ne la rencontre, mais leur histoire n'était pas celle qu'il m'avait racontée. Émilie était tombée enceinte, et Julien l'avait laissée toute seule. Elle avait dû affronter un avortement et beaucoup de difficultés sans personne pour l'aider. Quand j'avais rencontré Émilie 2 ans plus tard, elle m'aimait vraiment, notre mariage était sincère, mais tout avait changé quand Julien était revenu. Quand je l'avais aidé, il avait voulu montrer à Émilie qu'il avait changé. Petit à petit, il s'était rapproché d'elle, surtout quand je n'étais pas là pour le travail. Julien avait reconnu que ce n'était pas une excuse, il m'avait assuré qu'Émilie m'aimait vraiment et que c'était lui qui avait tout gâché. J'avais demandé où elle était. Maintenant, son visage était devenu très triste, et il m'avait annoncé qu'elle était morte 8 mois plus tôt d'un cancer découvert trop tard. Cette nouvelle m'avait frappé comme un coup. Émilie n'était plus là, je n'aurais plus jamais l'occasion de lui parler. Julien m'avait expliqué qu'avant de mourir, Émilie pensait souvent à moi et qu'elle regrettait de ne pas m'avoir dit la vérité. Il m'avait donné une lettre un peu abîmée, en m'expliquant qu'elle l'avait écrite pour moi mais qu'elle n'avait jamais osé me l'envoyer. Mes mains tremblaient. En prenant la lettre, j'avais ensuite demandé ce qu'il en était de Marc. Julien m'avait répondu que le petit garçon était avec sa sœur, ajoutant que c'était un super enfant avec les yeux de sa mère. Julien avait pleuré en me parlant, il ne cherchait pas mon pardon, il voulait juste que je sache la vérité, comme Émilie l'avait souhaité. Il m'avait avoué qu'il était lui aussi malade et qu'il ne vivrait pas longtemps. Son plus grand souci était pour Marc. J'avais compris qu'il espérait que je m'occupe du petit garçon, mais il m'avait bien précisé que je n'étais pas obligé, qu'il comprendrait si je refusais. J'avais ouvert la lettre d'Émilie. Son écriture était tremblante, elle s'excusait, me remerciait pour les bons moments que nous avions partagés, et me souhaitait de retrouver le bonheur. En regardant Julien, je voyais 2 hommes détruits par leurs erreurs. Je ne pouvais pas promettre d'être un père pour Marc, mais j'avais décidé de faire en sorte qu'il ne manque de rien. Julien avait semblé soulagé. En quittant le café, je ressentais quelque chose de nouveau. Ce n'était pas vraiment du pardon, mais peut-être un début d'acceptation, comme si je pouvais enfin tourner la page. 6 mois plus tard, l'hôpital m'avait appelé. Julien était mort, comme promis. J'avais accueilli Marc chez moi. C'était un petit garçon de 4 ans avec de grands yeux curieux. Les premiers jours avaient été compliqués, nous nous observions comme des étrangers. Puis un soir, j'avais trouvé un dessin qu'il avait fait. Sur le dessin, il y avait 3 personnes, un petit garçon, un homme dans le ciel avec des ailes, et un autre homme qui tenait la main de l'enfant. En lui demandant qui étaient ces personnes, Marc m'avait expliqué que le petit garçon, c'était lui, que son papa était au ciel, et que moi, j'étais son nouveau papa qui allait s'occuper de lui. Ce moment-là avait tout changé. En regardant Marc s'endormir dans sa nouvelle chambre, j'avais compris que ma colère ne m'avait rien apporté, mais cet enfant innocent me donnait une chance de faire quelque chose de bien. J'avais regardé la photo d'Émilie et de Julien avec leur fils, et pour la première fois, je n'avais pas ressenti de colère. La vie nous avait fait traverser un chemin difficile, mais maintenant, ce chemin semblait avoir un sens. J'avais compris que pardonner ne voulait pas dire oublier. Le pardon ne changeait pas le passé, mais il permettait d'avancer, et en tenant la petite main de Marc dans la mienne, j'avais décidé d'avancer.